L'arrivée au Brésil, c'est le début d'un voyage plein de surprises. Les miracles de la nature, la cohabitation des édifices énormes avec les constructions de l'architecture coloniale et la cavalcade incessante de la beauté et des plaisirs. Dans l'état de Rio de Janeiro, la baie de Guanabara avec le mont en pain de sucre est la vue la plus célèbre du Brésil. Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, ville merveilleuse comme l'appellent les Brésiliens, est digne de cette dénomination déjà en raison de sa situation géographique. Une longue plage de sable avec des gratte-ciel à l'arrière-plan entourée de montagnes et de la mer bleue turquoise. Au flanc des montagnes entourant Rio, on découvre une autre ville dans la métropole. De loin, le style particulier des favelas montre encore un panorama impressionniste. Non seulement ses bâtiments, mais aussi la vie des gens qui les habitent font un contraste frappant avec les restes de Rio et la beauté de l'océan infini et des montagnes vertes. Loin des bruits de la ville, au sommet du mont Corcovado est érigée une statue haute de 38 mètres et pesant 1145 tonnes, celle du Rédempteur qui écarte les bras vers tous. La bénédiction de la statue en marbre offerte par les Français a eu lieu en 1931. C'est là où le pape Jean-Paul II a béni la ville en 1980. Cette statue du Rédempteur est visitée par des touristes venant de tous les coins du monde, non seulement pour son prestige et sa solennité, mais aussi pour son calme magique qu'elle rayonne vers nous. Beaucoup ont le sentiment qu'elle touche au ciel. Longeant le lac Rodrigo de Freitas, l'avenue Vieira Soto passe au pied du mont Corcovado. Déjà de bon matin sont nombreux qui se promènent autour du lac en jouissant du panorama et de la douce brise, d'une ambiance tellement différente de celle d'une finale jouée dans le Maracanã, le plus grand stade du monde. Le centre de Rio est plein de monuments historiques. C'est là, dans ces rues et ces allées de l'ancien centre-ville, où le contemplateur peut vraiment se rendre compte que le présent est solidement implanté dans le passé. Simples ou somptueuses, de style baroque ou moderne, les églises du centre-ville reflètent fidèlement l'architecture d'une Rio religieuse, fière de sa beauté et son histoire. Avec sa façade imposante de style néoclassique, son intérieur baroque et son superbe emplacement, l'église Candelaria, construite par un capitaine suite à son vœu fait à la Vierge lors d'une tempête, est un des plus importants bâtiments du centre-ville.
L'Arcos da Lapa est un vestige célèbre de l'époque coloniale de Rio. L'ouvrage destiné originairement à la conduite de l'eau sert aujourd'hui de viaduc au tramway Santa Teresa. Le bord de la mer est un lieu de rendez-vous important pour les habitants de la ville, les Carioca. Long de 80 km, bordé de rochers et d'une eau cristalline couverte de sable chaud, le bord de mer d'une splendide unique est le lieu le plus démocratique. Il attend tout le monde à toute heure. On y va au moins une fois par jour pour se promener, rencontrer des amis, prendre un bain de soleil ou se baigner dans la mer. Les plages de Rio, aimées des étrangers, attirent les touristes qui tombent amoureux des jeunes filles au bikini, s'émerveillent de la beauté de la côte, apprécient l'humour gamin de Rio, et tout cela est accompagné, bien entendu, d'une bière glacée. Visiter les foires de l'art populaire est un spectacle émerveillant. Par les objets artisanaux se révèle la culture du peuple. Dans le quartier Ipanema, appelé depuis des années 70 marché des hippies, on peut acheter des souvenirs bien ouvragés, faits en matière naturelle, pierre, cuir, plumes d'oiseaux, grains. La samba d'origine africaine s'est intégrée dans le quotidien des Carioca. La danse officielle du plus grand carnaval du monde est également dansée par des jeunes et des moins jeunes au cœur de la ville animée. Le rythme du carnaval provient du sang des autochtones. Le touriste se laisse entraîner par la bonne ambiance et danse la samba rythmique, en oubliant toute différence de race, de classe sociale et de religion.
Le berceau du carnaval est Bahia, mais son vrai pays est Rio, où il attire des masses de touristes. Le défilé des écoles de samba est organisé tous les ans sur le grand axe Sambodromo, conçu par Oscar Niemeyer avec l'élection de la reine du carnaval et le concours des écoles de samba. Une autre vie commence le soir à Rio et se répète chaque jour avec beaucoup de gaieté. Cette ambiance se poursuit jusqu'à l'aube, mais en amusant de façon différente les habitants de Rio, bien entendu sous les bras écartés du Rédempteur. Vivre à São Paulo, c'est courir et accepter le fou rythme pauliste. Mais cela veut dire aussi tu es proche du plus grand et du meilleur. Fondée en 1554, la ville n'a pas arrêté et n'arrête pas de grandir. Le nombre de ses habitants dépasse 16 millions et continue à augmenter chaque année. En matière de population, elle est deuxième ville en Amérique latine et cinquième au monde. Elle garde son histoire et jouit d'une vie culturelle animée. Le plus grand centre économique du pays, São Paulo abrite les différentes sociétés du monde et attire ceux qui cherchent une nouvelle vie et du travail. La grandeur et la beauté de São Paulo consistent indiscutablement dans sa population multicolore. Une population travailleuse et ambitieuse qui donne la priorité au travail, sachant que celui-ci engendre la croissance et le développement. Être à São Paulo, c'est être à la fois dans plusieurs villes. On peut y suivre une transformation continue dans une reconstruction sans cesse avec la circulation et les bruits constants de la ville. Au milieu des quartiers en béton, au cœur de São Paulo, là où on s'y attend pas du tout, on tombe sur une île verte. Le jardin de Tenente Siqueira Campos, un oasis pour ceux qui souhaiteraient s'arrêter pour méditer ou tout simplement se reposer, faire le plein d'énergie en sortant du fou rythme de la ville. Les différentes églises de la ville témoignent fidèlement la foi des paulistes et tous les Brésiliens partagent cette foi. On peut connaître l'histoire du Brésil par ses bâtiments. L'église la plus célèbre de São Paulo
c'est la cathédrale d'Assé. Après de longs mois de rénovation, la cathédrale vient d'ouvrir ses portes devant les polistes qui visitent avec plaisir l'église renouvelée. Des gens arrivent ici des différents États du Brésil pour chercher fortune et vendent dans la rue les objets caractéristiques qu'ils ont apportés de leur pays natal. C'est São Paulo, la ville des possibilités, y compris celle d'organiser des expositions sous un pont, où le passant trouve des photos, des peintures et des sculptures. La vie est accélérée. On a peu de temps pour admirer quelque chose de beau en ayant d'autres préoccupations, en faisant des achats ou en travaillant. São Paulo garde beaucoup de souvenirs de l'histoire du pays. Le monument de l'indépendance se dresse dans le quartier Ipiranga, le lieu historique de la séparation définitive du Portugal. Les murs du musée Pauliste abritent des souvenirs matériels du passé. Il est le temps d'aller au splendide jardin d'Ibirapuera, vaste et couvert de verdure, où se trouvent aussi beaucoup de monuments commémoratifs. Déjà, à l'entrée, le groupe de sculptures Bandeirantes, long de 35 mètres, attire notre attention avec sa monumentalité. Les polistes envahissent le jardin les week-ends et viennent ici pour se reposer, faire du sport, du vélo, se relaxer, rassembler leurs forces pour la galopade de la vie quotidienne. Le Liberdade est un des quartiers de São Paulo fondé par des immigrés. Il est facile de remarquer que les produits vendus ici sont d'origine japonaise. Une étiquette est rédigée en portugais, l'autre en japonais. Le bilinguisme est caractéristique d'autres quartiers aussi. Dans le Centrum, la communauté des Libanais est déterminante. Dans le quartier Bom Retiro, celle des Juifs. À Bexiga, celle des Italiens. Dans un des plus grands centres gastronomiques du monde, il est facile de déguster dans un des nombreux restaurants le plat typique d'une des nations. Appréciés aussi par les étrangers, les churrascarias, les restaurants servent des plats de viande préparés à la gaucho du Brésil du Sud, avec d'autres plats qui chatouillent le palais. Beaucoup d'autres possibilités culinaires s'offrent aux clients. Les plats italiens ne manquent nulle part, mais la cuisine française, allemande, portugaise, espagnole, chinoise, japonaise, thaïlandaise et, bien entendu, brésilienne est également présente. Le poliste est déjà préoccupé de sa journée suivante. Il fonce dans les rues où l'heure d'affluence semble interminable pour rentrer chez lui. Ayant repris ses forces, il continue demain à construire les gratte-ciel du méga-métropole. La route menant vers Foz do Iguaçu est l'une des plus splendides routes. La végétation de la forêt vierge, pleine de fleurs d'une beauté sans pareille, reste gravée dans la mémoire du voyageur. Regardant ces miracles de la nature, on a le sentiment de s'approcher au paradis.
Foz do Iguaçu est une ville frontalière. C'est là où passe la frontière brésilienne-argentine, la frontière et le fleuve Iguaçu, et celle brésilienne-paraguayenne. Les deux pays sont séparés par le fleuve Paraná. Du côté argentin, la ville frontalière est Puerto Iguaçu, tandis que du côté paraguayen, Ciudad del Este, le plus grand centre commercial de la région. Il y a peu d'endroits sur la Terre où des cultures ethniques différentes cohabitent aussi naturellement dans une telle harmonie que dans cette région. Foz do Iguaçu est le point de départ des excursions organisées pour aller aux chutes d'eau. La ville est un des lieux les plus touristiques du monde et fait partie des destinations les plus appréciées des touristes de toutes sortes de nationalités. Afin de développer le tourisme, la ville a fait tout son possible pour construire les infrastructures les meilleures possibles. Les touristes exigeants sont servis par des hôtels, bars et restaurants de haut niveau. Le jardin des oiseaux se trouve à côté de l'entrée du parc national d'Iguaçu. La surface de 17 hectares du jardin est couverte de forêts vierges originales qui protègent et abritent près de 900 oiseaux tropiques. Ce nombre se compose de 150 espèces provenant de tous les 4 coins du monde. La direction du jardin des oiseaux accorde une attention particulière aux animaux en danger. Elle crée des conditions appropriées pour la reproduction de plusieurs espèces d'oiseaux en voie de disparition, notamment les toucans et certains flamands. Dans le jardin, le visiteur ne voit pas que des oiseaux, mais aussi plusieurs espèces de reptiles. La forêt vierge assure un milieu naturel aux animaux. Profitant des possibilités offertes par la nature, les ingénieurs du Brésil et de Paraguay ont conçu et construit l'Itaipu, la centrale hydroélectrique la plus grande du monde, qui a obtenu le titre « Une des 7 merveilles du monde moderne ». Le lac Itaipu, rempli par la rivière Paraná,
Un des plus grands lacs artificiels du monde alimente les générateurs de la centrale. Ces turbines produisent 95% du besoin d'électricité du Paraguay et 24% de celui du Brésil. Les travaux ont démarré en 1975, raconte le responsable de la communication de la centrale hydroélectrique. Nous avons terminé les travaux extérieurs en 1982. Ensuite, nous avons monté les turbines, continue M. Kerry Cassel d'Histoire de la construction. Le premier générateur a commencé à produire de l'électricité en 1984. Ensuite, nous avons mis en service les turbines une après l'autre. La dernière, la 18e, a été remise en 1991. La puissance de chacune des turbines est de 700 000 kW, donc leur puissance totale atteint actuellement les 12 600 000 kW. Que dá uma potência total de 12.600.000 kW. Estamos montando mais 2 geradores. Nous sommes en train de monter encore 2 autres turbines, ajoute-t-il. Le but est d'avoir 20 générateurs fonctionnels dont la puissance totale sera de 14 millions de kW. 12.600.000 kW para 14 millions de kW. En 1986, l'UNESCO a classé dans le patrimoine de l'humanité le parc national d'Iguassou qui abrite des centaines d'espèces végétaux et animaux. Des savants viennent ici de tous les pays du monde pour les étudier. Le parc, couvert d'une végétation tropicale, fait partie de la forêt vierge atlantique. Iguassou montre quelle harmonie se crée entre l'homme et la nature si l'homme respecte la nature. Le parc, situé dans la partie ouest de l'État, se prolonge, faisant partie de la forêt vierge atlantique en Argentine. Sa flore riche abrite des milliers d'animaux curieux tels que le coati, qui est devenu le symbole du Foz de Iguassou. L'histoire du Foz remonte à 1542, quand l'Espagnol Álvaro Núñez Cabeza de Vaca a découvert les chutes d'eau et les a baptisées Santa Maria. C'est son expédition qui a préparé la voie à la civilisation européenne et aux évangélisateurs jésuites. En 1888, une autre vague d'immigration a contribué au développement de la région. Dans cette époque, les chutes d'eau étaient déjà célèbres pour leur beauté. Et en 1916, Alberto Santos Dumont, ingénieur en aviation brésilien, émerveillé de ce spectacle, a demandé au gouvernement de les considérer comme patrimoine public. C'est après qu'elles sont devenues zones naturelles protégées, puis, en 1936, on a fondé le Parc national d'Iguassou, que l'UNESCO a classé patrimoine naturel de l'humanité en 1986, en protégeant ainsi non seulement le parc national, mais aussi les chutes d'eau.
Composé de 275 cascades situées à quelques kilomètres de l'embouchure de la rivière Iguaçu, Cataratas est un spectacle naturel merveilleux, impressionnant aussi bien par sa taille que par la masse d'eau qui tombe. Dans la langue indienne Tupi, Iguaçu veut dire « grande eau », et c'est le terme exact. Les chutes d'eau immenses se sont formées il y a environ 200 millions d'années quand la Terre a subi de changements géologiques importants et des cassures formant des canyons se sont produites le long de la rivière Iguaçu. La plus grande cataracte s'appelle la Gorge du Diable. On peut s'apercevoir de plusieurs kilomètres de l'eau qui se pulvérise et remonte en formant tout de suite un nuage. L'ambiance de la pluie nous émerveille mieux que le soleil brillant ou un joli arc-en-ciel. L'air est saturé de vapeurs mystiques, le vert des forêts est couvert d'un fin voile et la couleur du ciel devient effrayante.
bella Asunción yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción igual que un hijo que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay mi gran cariño, conozco de su gente su bondad, son buenos consecuentes como amigos, por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdo sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días de Ramundo, que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Si bien yo soy zorzal de otras playas, cantándole a mi pueblo soy feliz. Le canto donde quieras que yo vaya, canciones con nostalgias guaraní, oh suelo de mi líricas quimeras, oh tierra de esperanza y de amor, tus calles, tus mujeres, tus burreras, me llenan de ternura el corazón. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdo sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días de errabundo, que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Les Indiens Guarani, la population aborigène de la région située au long de la rivière Iguaçu, croyaient que le monde était dirigé par Mboy, un dieu en forme de serpent, le fils de Tupan. Le chef de la tribu indienne avait une fille qui s'appelait Naipi. Elle était tellement belle que la tribu l'a offerte au dieu Mboy qu'elle passe toute sa vie seulement avec lui. Il y avait parmi les Indiens un beau guerrier qui s'appelait Taroba, qui était tombé amoureux de Naipi et qui était contre que son amante soit sacrifiée au fils de Tupan. Pendant la cérémonie de sacrifice de la jeune fille indienne, quand tout le monde fêtait, Taroba et Naipi se sont enfuis avec un canoë pour descendre la rivière. Quand Mboy a appris ce qui s'est passé, il s'est mis en colère. Il s'est enfoncé profondément dans la terre avec son corps en forme de serpent et en tournant autour de lui, a provoqué une énorme cassure et un tremblement de terre qui ont créé la cataratas.
Après les merveilles de la nature, les touristes peuvent admirer les productions artistiques de Foz de Iguaçu, la vie accueillante. S'ils ne sont pas encore trop fatigués, ils peuvent aller voir un samba show ou la fameuse danse capoeira, l'héritage des Noirs africains et qui exprime leur révolte par cette danse contre leur esclavage. Leur mouvement se compose de pas de danse et de l'imitation de coups de poing, ce qui fait comprendre qu'ils avaient toujours besoin de se défendre et de garder l'espoir de l'évasion. Le spectateur ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit de danse ou de lutte. Voilà le Brésil, un pays fantastique à qui la mère Terre a donné un cadeau, un peuple gentil, gai et accueillant, qui attend toute l'année le carnaval pour danser dans la rue, mais qui montre aussi son visage travailleur et qui cherche et respecte cependant les moments de repos. Beaucoup d'eau, forêts immenses, mystères, légendes, merveilles et foi. Les gens attendent ici l'avenir en souriant. Ils sont sûrs que le soleil brillera demain, dessinera un arc-en-ciel sur la voûte céleste et remplira le cœur des hommes de bonheur.